Le 30 avril 2025, une scène improbable s'est déroulée en plein cœur de Washington. Pennsylvania Avenue, habituellement saturée par le trafic et les touristes, s'est retrouvée bloquée par une marée humaine brandissant des pancartes en soutien à un président africain. Pas un Américain, pas une star hollywoodienne, mais un homme venu de l'autre côté de l'Atlantique, Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso. Des foules se sont rassemblées spontanément non seulement à Washington, mais aussi à New York, Los Angeles, Atlanta, Houston. Ils n'étaient pas là pour protester contre l'inflation, ni contre la brutalité policière. Leur message était clair, Hands off Africa, we stand with Traoré. Le président Donald Trump, alors informé brièvement d'un petit attroupement, a d'abord haussé les épaules. Mais très vite, son cabinet a réalisé qu'il ne s'agissait pas d'un simple mouvement de colère passager. C'était une onde de choc politique mondial. Ce qui a commencé comme une réaction à un témoignage du général Michael Langley, chef de l'AFRICOM, au Sénat américain, dans lequel il accusait Traoré d'utiliser les réserves d'or du Burkina pour consolider son régime, s'est transformé en une mobilisation transcontinentale. Le moment n'était pas anodin, des rumeurs d'un coup d'État avorté circulaient déjà en Afrique de l'Ouest. Beaucoup pensaient qu'il s'agissait en réalité d'un montage orchestré par des puissances étrangères. Dans ce climat tendu, les Afro-Américains, les étudiants, les activistes, les membres de la diaspora africaine ont pris les rues comme jamais auparavant. Le soutien était massif, spontané et surtout profondément émotionnel. Un étudiant de l'université Howard a déclaré face caméra « Je n'ai jamais mis les pieds au Burkina Faso, mais ce que représente Traoré, c'est notre dignité retrouvée. » Les réseaux sociaux se sont enflammés. Les vidéos de manifestations, les discours remixés de Traoré, les images de milliers de personnes défilant avec les couleurs rouge, vert et or du Burkina Faso, tout cela a fait exploser les hashtags Cheer Traoré, Cheer Africa Rising, Hands off Africa. Les médias dominants, eux, ont mis du temps à réagir. Mais sur YouTube, TikTok X, ex-Twitter, les vues ont grimpé en flèche. Ce phénomène a pris une ampleur inédite. Pourquoi tant d'Américains, dont certains ne connaissaient même pas la position du Burkina Faso, sur une carte se sont-ils sentis concernés? Il y a bien sûr un ras-le-bol historique. Les communautés afrodescendantes aux États-Unis ont longtemps vu leurs racines africaines marginalisées, moquées ou instrumentalisées à des fins caritatives. L'image d'une Afrique passive dépendante brisée leur a été imposée depuis l'enfance. Et voilà qu'un homme sans armée étrangère, sans ONG occidentale, sans fonds du FMI, déclare que son peuple est souverain et qu'il agit en conséquence. Ce que Traoré a dit, c'est non. Non aux bases militaires étrangères, non aux contrats léonins, non aux dettes toxiques. Et il n'a pas seulement parlé, il a expulsé les troupes françaises, rompu les accords avec la Banque mondiale, récupéré les mines d'or, de pétrole et d'uranium et obligé les multinationales à publier leurs chiffres. Un acte de défiance radicale, mais aussi une déclaration de foi envers son peuple. Le mouvement ne s'est pas arrêté aux rues. À l'intérieur même de la Maison-Blanche, une réunion d'urgence s'est tenue. Selon une fuite relayée par The Intercept, Trump aurait demandé d'un ton agacé « Pourquoi diable des Américains manifestent-ils pour un gars africain dont je n'ai jamais entendu parler ?» C'est là que réside le cœur du problème. L'ancien monde n'a pas vu venir cette révolution narrative. Pendant des décennies, la politique africaine des États-Unis s'est déroulée à huis clos entre diplomates lobbyistes, conseillers militaires et économistes. Le peuple américain n'en savait rien ou ne s'y intéressait pas. Soudain, les rues se remplissent de voix exigeant des comptes. Des think tanks, comme Brookings ou le Council on Foreign Relations, ont été pris à partie des conférences interrompues des analystes sommés de justifier leur soutien aux régimes autoritaires en Afrique. Dans les couloirs de Georgetown University, une étudiante afro-américaine a lancé un panel d'experts. « Vous écrivez sur l'Afrique, mais vous n'y êtes jamais allé. Vous parlez en notre nom, mais vous ne nous connaissez pas. » Ce n'était plus une question d'idées, c'était une question d'identité, d'héritage, d'appartenance. Le peuple, et notamment les jeunes, reprenaient la parole hors des cadres traditionnels, hors des partis, hors des ONG. À la fin de cette journée historique du 30 avril, les autorités locales comptaient plus de 12 grandes villes américaines partiellement paralysées. Le FBI et le DHS, Department of Homeland Security, ont publié des notes internes indiquant que le phénomène devait être surveillé de près, non pas comme une menace sécuritaire, mais comme un facteur de déstabilisation de la politique étrangère américaine. C'est dire à quel point les fondements du système étaient ébranlés. Et vous ? Avez-vous été témoin de ces manifestations ou peut-être avez-vous ressenti à distance le même appel à la justice, à la vérité, à la fierté retrouvée? Si c'est le cas, dites-le nous en commentaire. Vos expériences, vos émotions comptent.
Ensemble, faisons entendre cette voix que certains préfèrent encore ignorer. Mais qui est donc Ibrahim Traoré, cet homme qui a su éveiller autant de passions, inspirer des milliers de personnes à travers le monde et défier l'ordre établi avec une détermination rare? Son nom, il y a encore quelques années, ne disait rien à la plupart des observateurs. Ni milliardaire, ni ancien ministre, ni produit des élites occidentales. Pourtant, à 37 ans, il est devenu le plus jeune président d'Afrique et le symbole inattendu d'une génération qui n'attend plus la permission d'exister. L'histoire commence en 2022 dans un Burkina Faso ravagé par l'insécurité, la corruption et la pauvreté. À cette époque, Traoré est un simple capitaine dans l'armée burkinabé. Mais c'est un homme déterminé, formé à l'école militaire nationale et déjà reconnu pour son intégrité et son courage. Alors que le pays s'enfonce dans le chaos et que les attaques de terroristes se multiplient, il mène un coup d'État sans effusion de sang. Pourtant, ce n'est pas ce coup d'État qui va faire de lui une légende, mais ce qu'il en fait. Dès sa prise de pouvoir, il annonce la couleur. Fini les demi-mesures diplomatiques, fini les compromis stériles avec des institutions internationales qui imposent plus qu'elles n'aident. Devant les caméras, il déclare « Le Burkina Faso ne sera plus une colonie de personnes ». Et il passe à l'action. Il ordonne l'expulsion des troupes françaises stationnées sur le sol burkinabé depuis des années. Les drapeaux tricolores sont retirés, les bases vidées. Il met un terme à tous les accords militaires avec la France. Dans les mois suivants, il résilie les contrats passés avec le FMI et la Banque mondiale. Il rapatrie les réserves d'or du pays, soit près de 4 milliards de dollars, et les place sous contrôle national. Ce geste à lui seul suffit à déclencher la colère de nombreuses chancelleries occidentales. Les médias internationaux le qualifient rapidement de populiste, de autoritaire, voire de aventurier dangereux. Mais en Afrique, le ton est tout autre. De Dakar à Kinshasa, d'Addis Abeba à Johannesburg, une clameur s'élève enfin à un dirigeant qui ne parle pas pour séduire, mais qui agit pour libérer. Des dessins muraux de Traoré apparaissent dans les quartiers populaires à côté de figures comme Thomas Sankara ou Patrice Lumumba. Sur les réseaux sociaux, ces discours sont repris, remixés, amplifiés. Il devient un phénomène. Ce qui distingue Traoré, ce n'est pas seulement sa rhétorique ou ses décisions, c'est sa cohérence. Il ne promet pas la lune, mais affirme des principes simples. Les ressources du Burkina Faso doivent profiter aux Burkinabés. Il impose aux multinationales de publier leurs comptes, de payer leurs impôts, d'augmenter les salaires. Certaines refusent, il les expulse. Il finance des hôpitaux, des routes, des écoles avec les ressources récupérées. Et surtout, il refuse toute aide conditionnée. Dans une interview accordée à une chaîne panafricaine, il résume ainsi sa vision « Nous ne combattons personne. Nous reprenons simplement ce qui nous appartient, nos terres, nos richesses, notre dignité. » Ces mots résonnent comme un cri de libération. Une génération entière élevée dans l'idée que l'Afrique devait toujours tendre la main découvre qu'il est possible de dire non et de tenir bon. Pour les jeunes de la diaspora, notamment aux États-Unis et en Europe, c'est une révélation. Dans un monde où l'identité noire reste trop souvent stigmatisée, voire un homme noir refusé de se soumettre, devient un acte profondément politique, presque spirituel. Dans un podcast diffusé depuis Atlanta, une activiste afro-américaine affirme « Traoré, ce n'est pas juste un président, c'est le leader qu'on attendait sans le savoir. » Mais cette montée en puissance ne plaît pas à tout le monde. À Washington, au Pentagone, à Bruxelles, les services d'analyse s'inquiètent. On l'accuse sans preuve de militariser le pouvoir, de réprimer l'opposition, de pactiser avec des forces hostiles à l'Occident. Les mêmes accusations lancées jadis contre Lumumba Sankara Nkrumah. Comme si tout dirigeant africain qui ose sortir du cadre prédéfini devenait aussitôt suspect. Et pourtant, aucune preuve sérieuse ne vient étayer ces allégations. Le peuple burkinabé, de son côté, continue à soutenir massivement son président. Il n'a pas besoin de propagande, le changement est visible. Les routes sont construites, les services de santé renforcés, les enseignants payés. L'espoir renaît dans un pays que beaucoup avaient condamné au désespoir. Traoré ne fait pas l'unanimité, bien sûr. Mais il fait quelque chose d'inédit, il force le monde à regarder l'Afrique autrement. Non pas comme un continent malade, mais comme un espace de résistance, d'innovation, de renaissance. Il incarne cette transition. Et ce qui l'inspire, c'est bien plus qu'une simple admiration. C'est une envie d'agir. Dans les universités américaines, des groupes d'étudiants lancent des semaines, Burkina Faso organise des conférences, diffusent ses discours. À Londres, une maison d'édition indépendante publie une compilation de ses interventions. En 3 jours, le livre est en rupture de stock. À Accra, à Dakar, à Cotonou, des jeunes peignent son portrait sur les murs avec ces mots « Sankara a marché, Traoré court ». Traoré n'a pas de lobbyiste, pas de conseiller en communication, pas de fonds secrets. Ce qu'il a, c'est un peuple. Et ce peuple a choisi. Alors que les manifestations se propagent à travers les États-Unis et gagnent en ampleur, la Maison-Blanche entre dans une zone de turbulences inattendues. Le 1er mai 2025, au lendemain des mobilisations massives à Washington, New York et Los Angeles, Donald Trump
convoque une réunion à huis clos avec ses principaux conseillers. Autour de la table, membres du Conseil de sécurité nationale, responsables du Pentagone, hauts fonctionnaires du département d'État. Une seule question brûle les lèvres. Que se passe-t-il? Pourquoi les Américains manifestent-ils pour un leader africain inconnu? Le silence règne. Personne ne sait vraiment comment répondre, car ce qui se joue dépasse les catégories traditionnelles de politique étrangère. Traoré n'est pas un dictateur facile à discréditer. Il n'est pas non plus un allié à neutraliser diplomatiquement. C'est un président soutenu par son peuple, et de plus en plus par les diasporas à travers le monde. Et pire encore par des citoyens américains ordinaires qui se reconnaissent dans son message. Les réseaux sociaux explosent. Des vidéos de manifestations à Détroit, Philadelphie, Auckland deviennent virales. Des célébrités afro-américaines commencent à poster des messages de soutien à Traoré. Des hashtags comme Yeja Stand with Traoré, Yali Africa for Africans ou Black Sovereignty montant en tendance sur X et TikTok. Et pour la première fois, des figures politiques afro-américaines, membres du Congrès, commencent à poser des questions publiques sur la politique africaine des États-Unis. Dans les couloirs du pouvoir, la panique monte. Car une chose devient claire, ce n'est plus une question d'Afrique. C'est devenu une question intérieure. La politique étrangère américaine est en train de se faire renverser par la rue, par les campus, par les lives sur YouTube. Un rapport classé confidentiel fuité dans les médias alternatifs révèle l'embarras de l'administration Trump. Il y est écrit « Toute tentative de s'opposer ouvertement à Traoré risque de provoquer un retour de flamme immédiat tant sur le plan international que domestique. » Pour Trump habitué à contrôler le récit par ses tweets, son silence devient assourdissant. Pas de tweets provocateurs, pas de conférences de presse, rien. Une immobilité stratégique ou un aveu d'impuissance, les spéculations vont bon train. Le président, pourtant si prompt à réagir sur tout sujet, semble décontenancé, comme si un terrain lui échappait complètement. Pendant ce temps, les think tanks se retrouvent de sous pression. Devant les locaux de Brookings Institution, des étudiants manifestent avec des pancartes où l'on peut lire « Vous écrivez sur l'Afrique, mais vous ne la connaissez pas ». Le Council on Foreign Relations fait face à des sit-ins inédits. Les conférenciers spécialisés sur le Sahel sont chahutés dans les universités. Les lignes bougent, et vite. Georgetown University annule un colloque sur la stabilisation du Sahel après qu'un groupe d'étudiants ait pris la parole pour dénoncer l'hypocrisie des experts qui défendent les interventions occidentales en Afrique tout en qualifiant Traoré de menace. Dans ce climat électrique, une nouvelle vague de manifestations éclate cette fois au sein même des institutions. Des employés d'agences gouvernementales afro-américains organisent des rassemblements internes demandant une révision des partenariats avec les régimes africains accusés de corruption et de répression. Une employée du département d'État témoigne anonymement dans un article de The Root « C'est la première fois que j'ai honte de mon travail. On diabolise un président africain qui ose défendre son peuple. » La pression monte à tous les niveaux. Dans les médias indépendants, des journalistes afrodescendants exposent les coulisses de la politique américaine en Afrique, les accords miniers secrets, le rôle de la CIA dans des coups d'État passés, le silence complice sur les violations des droits humains. Toutes ces vérités étouffées remontent à la surface et le public écoute. Pendant ce temps, en Afrique, les dirigeants de la CEDEAO hésitent. Faut-il suivre l'élan populaire et saluer Traoré comme un symbole panafricain ou rester dans la ligne dictée par les intérêts occidentaux? Au Mali et au Niger, membres de l'Alliance des États du Sahel AES, les gouvernements expriment leur soutien ouvert à Traoré. En Guinée, des figures de l'opposition appellent à suivre son exemple. Le Sénégal, tout juste sorti d'une période électorale agitée, reste prudent mais attentif. L'administration Trump, elle se divise. Certains plaident pour une condamnation ferme de Traoré, afin de défendre les valeurs démocratiques. D'autres, plus pragmatiques, appellent à la retenue, redoutant un effet boomerang. Car toute attaque contre Traoré pourrait être perçue comme une attaque contre l'Afrique entière. Et ce n'est pas tout. Dans les coulisses de l'ONU, plusieurs pays du Sud plaident pour une révision des politiques d'ingérence. Lors d'un débat à Genève, le représentant de la Namibie lâche cette phrase reprise partout « Si Traoré est une menace, alors la justice l'est aussi ». La Maison-Blanche prise de court tente de gagner du temps. Mais sur le terrain, la rue a déjà tranché. Ce n'est plus seulement une question de géopolitique, c'est une question morale, une question générationnelle. Le monde change, et ceux qui ne l'ont pas encore compris risquent d'être balayés par cette nouvelle vague d'histoire. Alors que le silence de la Maison-Blanche résonne comme un aveu d'impuissance, un autre son se fait entendre de plus en plus fort, celui d'une diaspora africaine éveillée, consciente de sa puissance et prête à en découdre. Ce n'est plus une vague émotionnelle, c'est une organisation, un mouvement, une renaissance politique.
Sur les campus universitaires américains, les jeunes prennent la tête du combat. À Howard, Morehouse, Spelman, UCLA, Columbia, des collectifs d'étudiants afro-américains lancent des initiatives inédites, Burkina Faso Week, projection de documentaires sur l'impérialisme en Afrique, conférences sur l'héritage de Sankara, ateliers sur la souveraineté économique des nations africaines. Dans 30 universités, ces actions se multiplient. Ce ne sont plus des gestes isolés, c'est un front intellectuel qui se constitue. Mais ce n'est pas tout. Sur TikTok et Instagram, des centaines de créateurs afrodescendants reprennent les discours de Traoré, les remixent avec de la musique, les illustrent avec des images de luttes historiques. Des millions de vues, des centaines de milliers de partages. Une vidéo virale montre une jeune femme nigériane vivant au Texas déclarer en larmes « Pour la première fois de ma vie, je suis fière de dire que je viens d'un continent dont le leader ose dire non. » À Londres, Berlin, Bruxelles, Rome, les communautés africaines se mobilisent. Devant les ambassades américaines, des manifestations éclatent pacifiques mais déterminées. À Paris, la police est obligée de fermer temporairement certaines rues de Montreuil et de la Goutte d'Or après des rassemblements de soutien à Traoré. Les pancartes parlent d'elles-mêmes, ne touchez pas à l'Afrique, Sankara vit à travers Traoré, l'or africain pour les Africains. Dans les médias, les grands titres restent silencieux ou minimisent de l'événement. Mais les plateformes alternatives, les chaînes YouTube d'analystes indépendants, les podcasts afro-descendants font le travail. Ils racontent de l'histoire, ils traduisent les discours, ils déconstruisent les mensonges, l'information se propage brute, directe, sans filtre. Et surtout, elle touche profondément, car Traoré ne se présente pas comme un homme providentiel. Il ne cherche pas à séduire l'Occident, il ne demande pas de reconnaissance, il agit. Et ce refus de jouer le jeu habituel, ce rejet des codes diplomatiques classiques, séduit une jeunesse fatiguée des faux-semblants. Un influenceur ghanéen de Berlin résume ainsi « Ce que Traoré dit, c'est ce que nos parents n'ont jamais pu dire à voix haute, et nous maintenant, on a les moyens de le faire entendre. » Dans les rues d'Accra, de Bamako, de Conakry, les manifestations prennent une tournure quasi spirituelle. Des chants, des danses, des prières. On brandit des portraits de Traoré à côté de ceux de Marcus Garvey, Malcolm X, Frantz Fanon. Un panneau brandi par un vieil homme à Abidjan proclame « On nous a volé nos rois, on nous a vendu nos chefs, cette fois on le garde ». Mais ce qui impressionne le plus les analystes, c'est la nature du mouvement. Il est sans structure centrale, sans financement, sans parti politique. Il n'a pas de leader charismatique, visible sauf Traoré, lui-même, mais des milliers de relais d'activistes, de créateurs, de citoyens ordinaires. Il est décentralisé, fluide viral, et il est impossible à arrêter. Les agences de renseignement occidentales peinent à définir ce qu'elles observent. Pas de figure à diaboliser, pas de cellules à infiltrer. Ce qu'elles voient, c'est un réseau d'âme à âme de génération à génération, un fil conducteur, la justice. Et cette justice a un visage, celui d'un capitaine devenu président, d'un homme qui ne promet pas le paradis, mais la dignité. Les élites politiques tentent de réagir. À la Chambre des représentants américaine, une résolution est déposée pour condamner les atteintes à la démocratie au Burkina Faso. Mais elle provoque un tollé. Une pétition en ligne la dénonçant dépasse 2 millions de signatures en 3 jours. Des manifestations éclatent devant les bureaux des élus signataires. Le message est clair, vous ne déciderez plus seul de ce que signifie la démocratie pour l'Afrique. Dans les coulisses, certains diplomates européens commencent à plaider pour un changement de stratégie. À Bruxelles, un document interne du Service européen pour l'action extérieure reconnaît « Le soutien populaire à Traoré est massif, durable et non manipulable. Toute tentative de pression pourrait aggraver la crise. » Et si le message des peuples était plus puissant que celui des puissants? Si pour la première fois c'était les voix de la base, celles des invisibles, des oubliés, des opprimés, qui imposaient l'agenda géopolitique. Ce que l'on vit là n'est pas une simple crise diplomatique, c'est une réécriture de l'histoire, une inversion des flux, une réponse à des siècles de domination. Traoré est-il parfait? Non. Aucun leader ne l'est, mais il est peut-être le bon symbole au bon moment, le miroir tendu à l'Occident, le cri d'un continent qui refuse d'être à genoux. Et ce cri, il ne vient pas seulement du Sud. Il résonne dans les rues de Chicago, les couloirs de Yale, les cafés de Londres, les cités de Marseille. Un cri qui dit « assez ». Un cri qui dit « maintenant c'est à nous de parler ». Un cri qui dit « Traoré, c'est nous ». Alors que les manifestations embrasent les grandes villes américaines et que la diaspora s'unit dans un même élan de solidarité, l'effet Traoré traverse l'Atlantique et frappe l'Europe et le continent africain de plein fouet. C'est une onde de choc, une marée humaine et symbolique qui dépasse tout ce que les analystes géopolitiques avaient anticipé. Et cette fois, ce n'est plus seulement la diaspora qui se lève, mais des nations entières, des peuples entiers, un continent tout entier. À Accra, capitale du Ghana, des milliers de jeunes envahissent la place de l'indépendance. Des drapeaux du Burkina Faso flottent aux côtés de ceux du Mali et du Niger. Des bannières proclament
Nous sommes l'AES. L'Alliance des États du Sahel AES, jusque-là marginalisée par les institutions internationales, devient un cri de ralliement pour une Afrique souveraine. Le symbole est puissant 3 pays pauvres, isolés mais debout. 3 pays qui ont dit non. À Monrovia, au Libéria, des étudiants de toutes les universités se réunissent dans les rues, portant des portraits de Traoré, mais aussi de Marcus Garvey, de Kwame Nkrumah, de Steve Biko. Le message est clair, ce n'est pas un événement isolé. C'est une continuation, une réaffirmation d'un combat ancien pour l'émancipation africaine. À Bamako, au Mali, les images sont encore plus saisissantes. Des dizaines de milliers de personnes dansent, chantent, clament le nom de Traoré comme celui d'un héros de légende. Sur les murs des fresques apparaissent Traoré brandissant une carte de l'Afrique entourée des mots « pas de maître, pas de chaîne ». Mais ce qui trouble le plus les chancelleries occidentales, c'est que rien de tout cela n'est organisé par un État. Il n'y a pas de ministre de la propagande, pas de département de communication, pas de grande campagne financée. Ce sont des citoyens, des collectifs, des créateurs, des étudiants, des artistes. L'organisation est horizontale. Les plateformes numériques, ce sont leur terrain. Les idées sont leurs armes. Sur Instagram, les citations de Traoré sont transformées en œuvres d'art. Sur TikTok, ses discours sont remixés avec des rythmes afrobeat. Sur YouTube, des documentaires indépendants racontent de son parcours sans filtre, sans détournement. Un jeune réalisateur ivoirien poste une vidéo intitulée « Traoré, l'homme qui a réveillé l'Afrique ». Elle atteint 1 million de vues en moins de 48 heures. À Londres, devant l'ambassade américaine, une foule dense se rassemble. Une militante ghanéenne prend le micro et crie « Nous n'avons pas oublié Sankara. Nous n'avons pas oublié Lumumba, et maintenant, nous ne laisserons pas tomber Traoré. » Les applaudissements sont nourris, des larmes coulent. Le moment est grave, mais l'espoir est palpable, car ce qu'ils défendent, ce n'est pas un homme. C'est un principe, un droit, une vérité. Et pendant ce temps, en Europe, les chancelleries commencent à vaciller. À Paris, Emmanuel Macron convoque une réunion de crise après que les manifestations pro-Traoré se soient multipliées à Marseille, Lyon, Nantes, Bordeaux. À Bruxelles, le Comité des affaires étrangères de l'Union européenne lance une évaluation stratégique. La posture des États du Sahel nécessite une réponse diplomatique adaptée à l'opinion publique émergente. Autrement dit, les peuples ne sont plus silencieux. Ils s'expriment. Et ils ne veulent plus des vieilles recettes. Dans les médias français, la tension est palpable. Certains journaux conservateurs dénoncent une montée de l'afropopulisme. Mais d'autres, plus lucides, reconnaissent une mutation profonde. Libération titre « Traoré, le héros, malgré lui ». Le Monde Afrique parle d'un tournant historique pour le panafricanisme. En Italie, où les communautés africaines sont plus discrètes, une centaine de personnes manifestent à Rome, Via del Corso. Ils sont rejoints par des militants de gauche, des étudiants italiens, des prêtres progressistes. Un prêtre béninois prononce ces mots face à la foule. Traoré nous rappelle que le courage politique n'est pas mort. Même en Allemagne, où les relations avec le Sahel sont davantage d'ordre économique, des voix s'élèvent. À Berlin, un groupe de jeunes Allemands d'origine congolaise organise une conférence à la Humboldt Universität intitulée « Et si l'Afrique n'attendait plus ?» Le phénomène est là, inarrêtable. Et ce n'est pas une simple réaction émotionnelle, c'est une réappropriation de l'histoire, une rupture générationnelle, une demande de justice globale. Le plus surprenant, l'absence totale de coordination centralisée. Le tout est porté par les outils numériques, les émotions partagées, l'indignation, l'espoir. Et surtout une vision, celle d'une Afrique fière, forte debout. Une Afrique qui ne demande plus mais qui décide. À Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, Traoré reste silencieux pendant ces événements. Aucun discours flamboyant, aucune récupération médiatique. Il laisse les peuples parler. Et cette absence de narcissisme renforce encore son aura. Un commentateur politique ivoirien l'analyse ainsi dans une tribune. Là où d'autres auraient crié victoire, il laisse les peuples écrire leur propre victoire. C'est cela la grandeur. Et les peuples, eux, répondent présents. Chaque tweet, chaque fresque, chaque manifestation devient un acte politique. Une déclaration « Nous sommes là, et nous ne reculerons pas ». Ce n'est pas la fin d'un épisode, c'est le début d'une révolution tranquille mais puissante. Car cette fois, ce ne sont pas les rois, ni les présidents, ni les diplomates qui dictent le rythme, ce sont les peuples. Et quand les peuples se lèvent, même les empires tremblent. Le cœur de la tempête n'est plus sur les boulevards de Washington ni dans les capitales africaines en liesse. Il bat désormais dans les bureaux calfeutrés de Washington, Paris, Londres et Bruxelles. C'est là que les diplomates, stratèges, analystes tentent de comprendre ce qui vient de leur échapper. Et ce qu'ils découvrent les trouble, la politique étrangère occidentale envers l'Afrique n'est plus étrangère. Elle est devenue une affaire intérieure. Le 5 mai 2025, au siège du département d'État américain, un rapport confidentiel circule. Il prévient que toute tentative de déstabilisation du régime de Traoré pourrait déclencher une vague de manifestations sans précédent aux États-Unis.
Pire encore, cela pourrait influencer négativement les élections de mi-mandat prévues pour l'automne. Une phrase soulignée en rouge dans le document résume l'ampleur du danger. Nous avons perdu le monopole du récit. Cette phrase, qui pourrait paraître anodine, est en réalité un aveu de faiblesse historique. Pendant des décennies, l'Occident contrôlait les récits sur l'Afrique, qui était un bon leader, qui était un tyran, quel pays méritait de l'aide, lesquels devaient être isolés. Les médias, les experts, les ONG, tous suivaient la même trame. Désormais, les récits se construisent ailleurs. Dans les podcasts étudiants, dans les chaînes YouTube de la diaspora, dans les stories TikTok d'activistes congolais, maliens, afro-américains. Le 6 mai à Paris, Emmanuel Macron convoque son cabinet pour une session extraordinaire. Les images des manifestations à Marseille, Montpellier, Paris avec des slogans tels que « L'Afrique aux Africains » et « Vos ONG ne sont pas des sauveurs » ont frappé fort. Dans la salle, certains ministres évoquent un possible gel de la coopération militaire avec le Burkina Faso. D'autres mettent en garde contre un isolement diplomatique qui renforcerait l'AES. À Bruxelles, le Parlement européen débat pour la première fois depuis 10 ans d'une stratégie de désoccidentalisation de l'aide au développement. Un député portugais prend la parole. L'Europe doit reconnaître que ses relations avec l'Afrique reposaient sur des hiérarchies implicites. Cela doit cesser. Ce que Traoré a déclenché, ce n'est pas seulement un mouvement de rue, c'est une remise en question existentielle. Car il pose une question simple mais déstabilisante, et si l'Afrique pouvait se gouverner seule? Pour certains, c'est une évidence, pour d'autres, un blasphème géopolitique. Les institutions occidentales cherchent une réponse. Doivent-elles diaboliser Traoré, le soutenir discrètement? Négocier, ignorer, rien ne semble fonctionner. Le leader burkinabé silencieux depuis plusieurs jours laisse la ferveur populaire parler pour lui. Et cette ferveur est devenue planétaire. En Australie, des étudiants d'origine éthiopienne organisent un rassemblement à Melbourne. À São Paulo, des descendants de la communauté afro-brésilienne défilent avec des pancartes portant l'inscription « Traoré é o nosso orgulho ». À Séoul, une conférence sur le néocolonialisme en Afrique affiche complet en moins d'1 heure. Les gouvernements le réalisent, la voix de l'Afrique est en train de changer d'échelle. Et c'est peut-être là que réside la force de ce mouvement. Il ne dépend pas de la politique. Il naît d'une fracture historique, d'un vide identitaire que des millions de personnes ressentent depuis des siècles. Ce vide Traoré ne le comble pas à lui seul. Mais il ouvre une brèche, il tend un miroir, il incarne une possibilité. Dans une école de Dakar, une professeure de littérature interrompt son cours pour montrer un extrait de discours de Traoré. Après la vidéo, elle demande à ses élèves « Si ce n'est pas maintenant, alors quand? Si ce n'est pas nous, alors qui ?» Les réponses fusent. Certains parlent de créer leur propre entreprise, d'autres de retourner dans leur village pour reconstruire, d'autres encore de devenir professeurs, médecins, ingénieurs, mais pour leur pays, pas pour partir. Ce mouvement est politique, oui, mais il est aussi culturel, spirituel, générationnel. Pour la première fois, les jeunes Africains ne se définissent donc plus par rapport à ce qu'ils n'ont pas, mais par rapport à ce qu'ils sont, fiers, capables, souverains. Dans un café d'Abidjan, une serveuse interrompt une discussion sur Traoré et lance « Lui, il ne parle pas comme les autres, il parle comme mon père ». C'est là toute la force de cette histoire. Traoré ne conquiert pas avec des armes, ni avec des billets, ni avec des slogans marquetés. Il conquiert avec la sincérité, avec la cohérence, avec le sacrifice. Et cela, aucune puissance au monde ne sait vraiment comment le contrer. Ce que beaucoup appellent aujourd'hui l'effet Traoré pourrait bien être le point de bascule d'une ère nouvelle. Non pas celle d'un homme, mais celle d'un continent qui s'assume, qui n'attend plus qu'on lui tende la main mais tend la sienne à ceux qui veulent avancer avec respect. Et si c'était le vrai début du XXIe siècle africain, et si le leadership de demain ne venait pas des capitales occidentales, mais des terres rouges du Sahel? Une chose est sûre, l'histoire ne sera plus jamais écrite sans les